Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Gault. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un meurtre presque parfait. Le 14 novembre 2014, Magali Delaveau, 27 ans, est retrouvée calcinée dans sa voiture en bordure d'un chemin communal en Ardèche. Qu'est-il arrivé à cette secrétaire médicale ? Avec moi, vous entendrez les voix d'André et Pascaline Delaveau, parents de Magali, celles de ses meilleurs amis, des avocats et des journalistes ayant travaillé sur ce dossier. Bonne écoute. À 28 ans, Magali Delaveau est la maman comblée d'un adorable petit garçon. Avec son compagnon, ils forment une petite famille parfaite qui a tout pour être heureuse. Seulement, un mois après l'enregistrement de cette vidéo, la jeune maman sera tuée et brûlée dans sa voiture. Il est tellement fort, tellement comédien, il dupe tout le monde. Je lui ai dit, si je trouve celui qui a fait ça, ça ira mal pour lui. Il m'a dit, on sera deux. Il se fout de leur gueule du début à la fin. J'ai tapé sur la table avec mes deux poings et j'ai dit, mais c'est toi qui l'as tué, que je lui ai dit. Tout commence dans la nuit du 13 au 14 novembre 2014. Il est minuit 40 lorsque Céline Delaveau, la sœur de Magali, se réveille en sursaut. Je me suis réveillée dans la nuit, j'ai regardé mon téléphone portable et là j'ai vu une quantité d'appels impressionnante venant de Jérôme. Et là j'ai dit c'est pas normal. Jérôme, c'est le compagnon de sa sœur, Magali. Donc j'ai rappelé Jérôme et là il me dit est-ce que tu as eu ta sœur au téléphone ? Et là je dis bah non, mais j'ai dit qu'est-ce qui se passe ? Et il me dit, écoute, elle devait partir travailler chez sa patronne, elle devait pas rentrer tard, elle est toujours pas rentrée, c'est pas normal. Il pleurait, il était apeuré, il parlait très vite. Il tente d'appeler Magali sur son téléphone portable, il ne répond pas. Ça, c'est anormal. Il lui a envoyé plusieurs messages pour lui demander si elle rentrait bientôt. En réalité, Magali ne répond plus aux appels de personne. J'ai essayé de l'appeler, j'ai essayé d'appeler ma sœur. J'ai dit Magali, appelle-moi, qu'est-ce qui se passe ? Les heures passent et toujours aucune nouvelle de Magali. Alors Jérôme alerte les gendarmes de Saint-Cierges sous le Cheylard, le petit village d'Ardèche où ils habitent. Ils vont la chercher dans les environs du village, sur les routes qu'elle aurait pu emprunter. Ils ne vont pas la retrouver. Magali Delaveau, c'est comme volatilisé. Jérôme prévient les parents de la jeune femme qui vivent à plus de 800 km sur l'île Dieu, en Vendée. Pour eux, c'est le début d'un véritable supplice. J'ai vu que c'était le numéro de Jérôme. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est là qu'elle nous dit que Magali avait disparu. Vu leur éloignement géographique, ils sont parfaitement impuissants. Ils ne peuvent rien faire. On n'avait pas de nouvelles, on n'avait rien. On est inquiet, plus qu'inquiet d'ailleurs. Dans l'attente comme ça, c'est horrible. C'est horrible d'attendre. Alors là, j'ai... quelque chose qui s'est passé dans moi. J'ai su tout de suite que c'était grave. Qu'il était arrivé quelque chose de grave. Et malheureusement, le mauvais pressentiment de la maman va se confirmer. Saint-Cierges sous le Cheylard, le lendemain. Vers 15h, sur une route isolée à 1 km du domicile de Jérôme et Magali, un homme au volant de sa voiture va faire une découverte macabre. On est en pleine montagne, il y a le ravin d'un côté, la montagne de l'autre. C'est une route sur laquelle il n'y a que très peu de passages.
où deux voitures peinent à se croiser. Et cet homme, au détour d'un virage, tombe sur un véhicule qui est entièrement calciné. Encastré contre un arbre, carbonisé. L'automobiliste va regarder si quelqu'un a besoin d'aide, va voir s'il peut faire quelque chose. L'homme s'approche de la voiture. Ce qu'il s'apprête à y découvrir restera à jamais gravé dans sa mémoire. Dans ce véhicule, il y a un corps, calciné lui aussi. Entièrement brûlé. Pour ce témoin, ça a été une réaction d'épouvante. Et la première chose qu'il a faite, c'est de téléphoner au secours, aux gendarmes. Sur place, grâce à la plaque d'immatriculation de la voiture, les gendarmes vont pouvoir très vite identifier son propriétaire. Ce véhicule appartient à Magali Delaveau. On retrouve d'une part une bague qui lui appartient, et un piercing. C'est Magali Delaveau qui se trouve dans ce véhicule calciné. Lorsqu'il apprend que la voiture a été retrouvée avec son corps entièrement brûlé à l'intérieur, tout s'effondre pour le compagnon de Magali. Les gendarmes vont prévenir Jérôme Faille de leur découverte macabre. Et là, Jérôme Faille tombe, il fait un malaise. Pour les proches de Magali Delaveau, la douleur est insupportable. On a dans l'espoir, dans un creux de notre tête, que ce soit pas elle. Moi, je criais pas Magali, pas Magali. J'ai crié à mon mari. Elle est brûlée dans sa voiture. Puis moi, je la voyais brûler vive. C'était horrible. Pas simple. À ce moment-là, tout porte à croire que Magali a été la victime d'une tragique sortie de route. Tout le monde imagine que la voiture a raté le virage et est partie s'encastrer dans l'arbre. Qui s'imagine déjà que c'est un accident de la circulation. Seulement, l'examen approfondi de la voiture calcinée va venir contredire ce scénario. On s'aperçoit que entre la route et le lieu où le véhicule a été retrouvé, il n'y a pas de traces de freinage. Le levier de vitesse est au point mort. L'orientation des roues, elle est droite. Il n'y a pas de sortie de route accidentelle du véhicule. Le choc qu'on constate sur la partie avant du véhicule est minime. Quant à l'incendie, il a été lui aussi provoqué volontairement. C'est indéniable. On retrouve des traces d'hydrocarbures, de l'essence, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du véhicule. On a versé de l'essence sur ce véhicule et on y a mis le feu. Et ce n'est pas tout. En réalité, ce n'est pas l'incendie qui a tué Magali. L'autopsie va apporter un nouvel élément. Quand on analyse le corps de la victime, on constate qu'il n'a pas inhalé de fumée. C'est-à-dire qu'on ne retrouve pas de traces de suie, ni dans les bronches, ni encore moins dans les poumons. Elle était déjà morte lorsque le véhicule a été incendié. Et chose étonnante, ce n'est pas Magali qui était au volant de la voiture. Magali Delaveau ne se trouve pas sur le siège conducteur, mais sur le siège passager. Elle a été tuée avant, elle a été emmenée là, on a mis feu à son véhicule alors qu'elle était déjà morte. C'est un crime maquillé en accident. Et qu'est-ce qu'elle peut lui faire ça, quoi, elle? Elle était pas méchante, ma fille. Faire ça à... Là, c'est l'électrochoc. On se dit que c'est pas possible. C'était très dur, oui. Très, très dur, oui. C'est juste impensable. Et pour Jérôme, le compagnon de Magali et père de son fils, c'est le coup de grâce.
On est arrivé là-bas, je l'ai pris dans mes bras. Et en plus, cette semaine-là, c'était l'anniversaire de son fils. Là, fallait l'encaisser. Hein. Les proches qui se disent « Mon Dieu, comment cet homme va faire pour élever seul son enfant ?» Pour les proches de Magali, c'est un tsunami. Rien dans sa vie ne peut expliquer qu'elle soit assassinée. En effet, petite dernière d'une famille de 3 enfants, cette jolie jeune femme pétillante de 28 ans avait des rêves plein la tête. Magali était quelqu'un d'extrêmement joyeux, qui aimait chanter, qui aimait danser. Elle était gaie, très gaie, Magali. Elle aimait rire et tout, hein, faire de la fête. Hein. Une bonne vivante, quoi. Hein. Assistante maternelle, Magali gardait les enfants d'un médecin de son village. Elle a toujours été à s'occuper des enfants, c'était vraiment son truc. Elle garde les enfants du docteur, qui l'embauche par la suite pour être secrétaire médicale. Donc elle fait 2 travails en même temps avec la même personne, avec le même patron en fait. Depuis 5 ans, Magali coulait donc des jours heureux avec son compagnon Jérôme en Ardèche. Je m'inquiétais pas, elle était heureuse. Et quand on allait la voir, tout se passait bien. Ferme tes yeux, regarde mamie, ferme tes yeux. Ferme tes yeux, allez chante. Regarde mamie. Magali, c'est vraiment la dernière à laquelle on pense pour une histoire criminelle. Elle est la joie de vivre, on lui connaît pas d'ennemis. C'est une mère de famille qui a la vie la plus rangée qu'on puisse imaginer. Alors, qui a bien pu supprimer la jeune maman avant de carboniser son corps? Et pourquoi? Forcément, quelqu'un conduisait le véhicule. Et où est passé ce quelqu'un? Une enquête pour assassinat est ouverte. Elle est confiée à la brigade de recherche de Tournon-sur-Rhône. Et ce n'est pas la scène de crime qui va aider les enquêteurs à y voir plus clair. Le véhicule est carbonisé. Il est difficile de trouver des empreintes, des traces d'ADN. Seul indice, l'autopsie qui permet de dater la mort de la victime. La seule chose qu'on sait, c'est qu'elle est décédée le soir de sa disparition, pendant la soirée du 13 novembre. En vérifiant l'emploi du temps de la jeune femme ce soir-là, les enquêteurs vont identifier un premier suspect. Et pas n'importe qui, puisqu'il s'agit du compagnon de la victime. Souvenez-vous, d'après Jérôme Faye, c'est en allant à son travail que Magali aurait trouvé la mort. Or, il y a quelque chose qui cloche. Il me dit, je comprends pas, elle est partie de la maison soi-disant travailler, elle n'est pas revenue. Lui dit qu'elle devait travailler. Seulement, en interrogeant l'employeuse de la jeune femme, les gendarmes vont faire une découverte. On s'est aperçu que ça n'était pas le cas. Elle n'était pas du tout prévue pour aller garder les enfants. Elle n'avait pas à se trouver chez son employeur et elle n'y a jamais été. Jérôme Faye aurait-il menti? Les enquêteurs se demandent s'il n'a pas quelque chose à cacher. Il y a une incohérence là, à ce niveau-là. On se dit, et si c'était lui? Une perquisition est menée chez le principal suspect. Et d'emblée, un autre détail va tout de suite interpeller les gendarmes. Magali, elle est partie sans son sac à main. Si elle avait quitté son domicile pour une raison X ou Y, elle aurait vraisemblablement pris son sac à main avec elle. Or, son sac à main est retrouvé à son domicile. Et pourtant, la suite de l'enquête va complètement disculper le compagnon de la victime. Jérôme Faye confirme sa version de la soirée du 13 novembre. Et voici ce qu'il déclare. Ce jour-là, Magali m'a annoncé qu'elle devait garder les enfants du docteur. Elle a quitté la maison vers 21h15 au volant de sa voiture.
Je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. Je ne comprends pas pourquoi elle a laissé le sac à main. Quant à l'inspection du domicile du couple, elle ne révèle absolument rien de suspect. Les gendarmes passent la maison au peigne fin, ils la passent au Blue Star, à la recherche de traces de sang. Ils ne vont pas trouver de traces. Jérôme ignore où s'est rendue Magali et il a un argument de poids. Le jeune papa n'aurait pas pu quitter son domicile ce soir-là pour une simple et bonne raison. Magali étant partie y garder le petit ce soir-là. Et il n'a pas bougé. Tout simplement, il dit qu'il est chez lui. Évidemment, on ne laisse pas un gamin de 2 ans tout seul dans une maison sans surveillance. Donc, il garde son fils. Et pour prouver sa bonne foi, le compagnon montre d'ailleurs sur son téléphone les SMS qu'il a envoyés à sa compagne le soir de sa disparition. Jérôme Fay lui envoie des messages depuis chez lui, d'abord pour l'encourager dans son travail de nuit, puis après parce qu'elle ne lui répond pas en retour. Bon courage pour le travail de nuit, mon ange, lol. Je t'attends pour aller nous coucher, bisous. C'est tard, et en plus tu bosses demain, courage. J'ai pas de news, qu'est-ce qu'il y a? Réponds. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Réponds. Quand il présente son téléphone portable aux gendarmes, c'est vrai que le timing, ça colle, quoi. Il y a une montée en puissance de l'inquiétude. Donc tout ça est assez logique, finalement. Pour les gendarmes, Jérôme Fay ne serait pas impliqué. D'ailleurs, il n'aurait aucune raison de vouloir la mort de sa compagne. L'amour de sa vie depuis plus de 5 ans. Originaire de l'Île-Dieu en Vendée, c'est au cours de l'été 2009 que Magali rencontre Jérôme, alors qu'elle est en vacances avec son amie, Laure. On avait pris la destination de l'Ardèche. C'était le choix de Magali. Elle avait dit ouais, c'est génial et tout, donc on part sur l'Ardèche. Ils sont partis là-bas, ils étaient 4, puis ils étaient gays, quoi. Enfin, ils chantaient et tout, ils étaient en vacances. Et de là, ils sont partis en excursion tous ensemble. Et le chauffeur du car n'était autre que Jérôme. À ce moment-là, Magali me dit ouais, il est mignon, il est sympathique. Puis nous, on est ouais. On rigole un petit peu. On sentait bien qu'il s'était passé un petit truc avec Magali et Jérôme. C'était le coup de foudre. Ouais. Mais quand elle est rentrée, nous on dit toujours est-ce que tu t'es trouvé un copain? Un copain? Qu'on m'a dit oui. Il s'appelle Jérôme. Il est venu. Le week-end d'après, il est venu. J'ai dit, il est vraiment amoureux, quoi. Nous, on s'est dit avec mon mari. Malgré la distance qui sépare les 2 tourtereaux, c'est le début d'une idylle qui va se poursuivre contre vents et marées. Magali se déplaçait pour le voir, a traversé la France pour aller le voir. Ça a duré 1 an et demi, peut-être comme ça. Et puis après, elle est partie là, vivre en Ardèche. Et ils ont fait très vite le projet de construire une maison. Leur couple, la maison, c'était paxé. La naissance. Tout allait bien, quoi. Et dans les premiers temps de l'enquête, les proches de Magali vont d'ailleurs soutenir Jérôme. Il est bien perçu par les membres de la famille de Lavaux. Le gars sympa. C'était la personne parfaite. Fume pas, boit pas, sportif, attentionné. Quand on le voit la première fois, c'est on donnerait le bon Dieu sans confession. Pour moi, elle avait trouvé quelqu'un de bien. En plus, on avait le même métier. Voilà. Lui était mécanicien dans les cars, moi dans les poids lourds, tout ça. On parlait que de mécanique. Tous les deux, ben oui. On a passé des bons moments. Ça me faisait plaisir d'y aller là-bas les voir. Pour le papa de Magali, Jérôme Fay, c'est le gendre qu'il rêvait d'avoir. Et puis la famille est unanime. Depuis le décès de Magali, Jérôme
semble totalement anéanti. Il a perdu la mère de son fils, la femme qu'il aime. J'ai été son confident à plusieurs reprises. Il était perdu, donc je lui ai remonté le moral. Pour le petit, il fallait qu'il s'accroche. Cet homme est tellement malheureux d'avoir perdu sa femme. Personne ne peut imaginer qu'il ait quelque chose à voir avec ce décès. Jérôme se serait même fixé une mission, retrouver lui-même le meurtrier de sa compagne. Mais on a l'impression qu'il fait son enquête. Il cherchait partout, sur le lieu du crime, il s'en allait voir s'il ne trouvait pas un indice qui nous disait. Moi, je lui ai dit une fois, si je trouve celui qui a fait ça, ça ira mal pour lui. Il m'a dit, on sera deux. Aux enquêteurs, je leur ai dit, j'aurais donné mon cœur à ce gars-là. C'était pas possible. Un homme amoureux qui veut venger sa femme. Le compagnon de la victime est insoupçonnable. Et d'ailleurs, il va livrer une piste aux enquêteurs. Gendarmerie du Cheylard. Jérôme Faille demande à être entendu par les enquêteurs, car selon lui, Magali aurait une double vie. Et l'homme de raconter que depuis la naissance de leur fils, sa compagne le délaissait quelque peu. Jérôme Faille explique que dans le couple, ma foi, l'enfant avait pris une place importante. Magali s'en est occupée comme une jeune maman qui voulait ce petit garçon, qui était son petit Dieu. Comme font beaucoup de jeunes mamans lorsqu'elles ont leur premier enfant. Oui, il dit que voilà, bon, l'arrivée de l'enfant a un petit peu perturbé leur vie intime. Et Jérôme Faille d'expliquer que Magali serait devenue tellement distante qu'il avait même des doutes sur sa fidélité. Je trouvais qu'elle me parlait souvent d'un interne en médecine. Elle avait beaucoup de détails sur sa vie privée et je trouvais cela bizarre. Elle ne voulait plus que je regarde dans son téléphone portable. D'habitude, elle laissait son téléphone posé sur la table. Là, elle le gardait avec elle. Il explique qu'elle avait des choses à cacher. Il va pointer du doigt un interne qui aurait travaillé chez l'employeur. En fait, il soupçonne que l'interne était l'amant de sa femme. Une compagne qui aurait un amant et qui serait partie sans raison avant de disparaître. Pour Jérôme Faille, il y aurait forcément un lien. Si Magali Delaveau est partie, c'est qu'elle lui a menti. Magali Delaveau serait allée rejoindre un homme et lui serait arrivé quelque chose. De raisonnement en raisonnement, l'interne devient un suspect. Mais cette piste ne va pas résister bien longtemps à la suite des investigations. Convoqué à la gendarmerie du Cheylard, le jeune homme pointé du doigt par Jérôme va avancer un alibi solide. Celui qui est présenté comme l'amant, l'interne, se trouve à Lyon le soir de la disparition de Magali. Les enquêteurs n'ont trouvé aucune trace de quelconque infidélité que ce soit. Magali Delaveau n'a pas d'amant, n'a pas d'aventure. Il n'y a aucune ambiguïté. La piste insufflée par Jérôme Faille semble donc totalement fantaisiste. Et du coup, elle va finir par se retourner contre lui. L'image que Jérôme a voulu donner de lui va commencer à se fissurer très vite vis-à-vis des enquêteurs. Et les gendarmes ne sont pas les seuls à trouver les allégations du compagnon suspect. Pour son entourage, jamais Magali n'aurait pu tromper l'homme pour qui elle avait tout quitté. C'était quelqu'un de sérieux, fidèle. Je dis à Jérôme, impossible. Je lui dis que c'est n'importe quoi, qu'il arrête de s'imaginer des trucs pareils. Du gendre parfait qu'il était hier, il est plus si lisse que ça. Alors le doute commençait à rentrer dans moi. J'ai dit, c'est pas normal, il y a quelque chose. Les proches de Magali Delaveau commencent à se poser des questions. Et Jérôme Faille ne va pas les rassurer.
Merci d'avoir écouté la première partie de cet épisode consacré à l'affaire Magali Delaveau. Dans la seconde partie, vous allez voir que la jeune maman n'a pas été victime d'une tragique sortie de route. Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goua. Dans la seconde partie de cet épisode, consacré à l'affaire Magali Delaveau, vous allez voir que la jeune maman n'a pas été victime d'une tragique sortie de route. Avec moi, vous entendrez les voix d'André et Pascaline Delaveau, parents de Magali, celles de ses meilleurs amis, des avocats et des journalistes ayant travaillé sur ce dossier. Bonne écoute. Au cours d'un déjeuner à son domicile, alors que toute la famille de Magali est réunie autour de lui, Jérôme va faire une déclaration pour le moins inattendue. On était tous devant notre assiette et là il nous dit « J'ai quelque chose à vous dire ». Il était à côté de moi, mais il était blanc. J'ai dit « Il y a quelque chose qui ne va pas ». Et là, à un moment, il nous dit « Voilà, il faut que je vous dise quelque chose ». Il dit faut que je vous avoue que j'ai une relation avec quelqu'un d'autre. Voilà, ça fait 2 mois que j'ai une autre copine. Et ça, il nous le dit comme ça, de but en blanc. Faut être chaud pour dire ça. C'est quand même les parents de cette jeune fille qui a été tuée. Hier encore, le gendre idéal pleurait la disparition de sa compagne, et puis d'un seul coup, il annonce qu'il a finalement quelqu'un d'autre dans sa vie. Ça fait l'effet d'une bombe. On vient de perdre notre sœur et lui nous avoue ça, donc ça fait un choc quand même d'entendre ça, parce qu'après tout ce qui s'est passé, je me suis levé de la table et j'ai été le trouver, dans une colère. Jérôme avoue avoir une relation avec une autre femme depuis 2 mois. Aux yeux de la famille, le compagnon fait désormais figure de suspect. Là, c'était le truc qu'il fallait pas dire, quoi. Ça a été fini pour moi après, c'était clair. J'ai tapé sur la table avec mes 2 poings et j'ai dit « Mais c'est toi qui l'as tué » que je lui ai dit. Face aux accusations de la famille, Jérôme Faye va se défendre. Et là, il s'est mis en colère après moi. Et il m'a dit « Merci Pascaline ». Il n'a rien à voir avec le décès de sa femme. Il est offusqué par les soupçons qui peuvent être portés à son encontre. C'est pas parce qu'il a rencontré cette femme qu'il a tué Magali. Il me regardait dans les yeux et il m'a dit « Mais ma copine, si vous voulez, je l'appelle, elle va venir. » Il voulait la faire venir. J'ai une mêlée-vous. Et là, on lui dit « Mais non, mais juste non, quoi. Arrête. » Pour les proches de la victime, la pilule est dure à avaler. On s'est levé, j'ai dit on s'en va. J'ai dit là, il faut appeler les enquêteurs, il faut leur dire. Les gendarmes réentendent Jérôme Faye. Mais l'homme va leur livrer une version différente de celle qu'il a donnée à la famille. Jérôme Faye va admettre effectivement qu'il y avait une relation parce qu'il se sentait délaissé. Sa conjointe va donner beaucoup d'attention à l'enfant qui vient de naître et plus du tout à Jérôme Faye. Il le vivra extrêmement mal. Il est malheureux, parce que c'était un petit peu difficile depuis quelque temps, depuis que le petit était là. Mais selon le compagnon, cette relation serait restée purement platonique. Je suis en contact avec cette femme. Je vous précise que nous n'avons eu aucune relation sexuelle ou geste intime. C'était pas ma maîtresse, c'était une amie, il n'y a rien eu d'autre entre nous. C'est une femme qui est à son écoute et avec qui il aime communiquer. Il dit en gros que c'était une relation secrète, certes, mais c'est une relation qui n'est pas charnelle, c'est une relation amicale. Relation amicale ou liaison extra-conjugale. Pour s'en assurer, les enquêteurs convoquent celle que Jérôme Faye présente comme sa confidente. Et la jeune femme d'une 30aine d'années va confirmer les propos du compagnon de la victime. Voici ce qu'elle déclare. Au début, c'était juste une connaissance. On s'est rapprochés un peu plus au cours des 2 derniers mois. Il s'est confié à moi, on discutait, mais on s'était dit qu'on n'irait pas plus loin ensemble. D'autant plus
que la jeune femme connaissait Magali. Jérôme Faille l'avait rencontrée par l'intermédiaire de Magali. Jérôme et cette femme livrent une même version de leur relation amicale. Mais les gendarmes vont démontrer qu'ils n'ont pas dit toute la vérité. À la brigade de recherche de Tournon-sur-Rhône, les enquêteurs recensent tous les échanges téléphoniques entre les deux prétendus amis et le résultat est saisissant. Il y a eu 4800 appels et SMS passés entre ces deux-là sur un mois. 4800 échanges. Vous vous rendez compte ? Toute la journée, ils ne font que ça. Ils échangent tous les deux. C'est obsessionnel. Il échange beaucoup plus avec cette femme qu'avec sa propre femme. Et puis, en localisant leur téléphone portable, les enquêteurs vont mettre en lumière un petit détail. Il y a également des moments où on s'aperçoit que les deux téléphones sont au même endroit, mais dans des endroits très reculés, en pleine campagne, en pleine montagne. Il y avait des rendez-vous secrets sur les parkings ou je ne sais où encore. C'est une relation qui n'est pas celle qu'ils décrivent l'un et l'autre aux enquêteurs. Ces deux-là sont amants. Les gendarmes en ont la certitude. Les enquêteurs ne sont pas au bout de leur surprise. Souvenez-vous, depuis le début, Jérôme Faille affirmait qu'il gardait son fils chez lui le soir du crime. Seulement d'après les investigations des gendarmes, il aurait menti. Les enquêteurs vont s'apercevoir qu'à 22h25, le soir des faits, il n'était pas chez lui. Le portable a borné à l'endroit où le cadavre de Magali a été retrouvé. Là, ça commence vraiment à faire beaucoup. Pour les enquêteurs, tous ces éléments sont accablants pour le compagnon de Magali Delaveau. Et en plus, ils se demandent si l'homme n'aurait pas une complice. Car le 13 novembre 2014, il a eu une longue conversation avec sa maîtresse, juste avant le crime. Les gendarmes découvrent qu'à 18h07, Jérôme Faille a téléphoné pendant 13 minutes à cette jeune femme. Que se sont-ils dit ? Les gendarmes se posent très sérieusement la question. Alors, les deux amants pourraient-ils être à l'origine de la disparition de Magali ? C'est désormais en garde à vue qu'ils vont devoir s'expliquer. Le 16 mars 2015, 4 mois après la mort de Magali, la maîtresse fait de nouveau face aux enquêteurs. Et cette fois-ci, elle va tout raconter. Placée en garde à vue, cette jeune femme va finir par reconnaître qu'elle est la maîtresse de Jérôme. Cette fameuse relation platonique n'était pas si platonique que ça. Il y a eu au moins une relation sexuelle. Ils ont vraiment une histoire d'amour tous les deux, quelque chose de fusionnel. En revanche, les enquêteurs ne sauront pas ce qu'ils se sont dit au téléphone avant le crime, car la maîtresse ne s'en souviendrait pas. Quand on passe en un mois 4800 échanges téléphoniques ou SMS, on peut comprendre que ce soir-là, elle ne se souvienne pas du contenu de la conversation de 13 minutes. Elle va montrer finalement sa bonne foi et elle va continuer à dire qu'elle n'a rien à voir avec la mort de Magali. Et les enquêteurs ne vont pas trouver d'éléments démontrant que ce soir-là, elle ait été impliquée dans le drame. Elle a un alibi parce qu'elle était à un cours de sport. Elle quittera ce cours à 21h et ensuite elle est rentrée chez elle et un certain nombre de témoins l'affirment. Manifestement, elle n'a rien à voir avec ça. Ce que dit la maîtresse est crédible. Elle ressort libre de sa garde à vue. Reste à savoir si de son côté, Jérôme Faille va modifier son témoignage. Face aux gendarmes, le compagnon de la victime n'en démord pas. Il n'a rien à voir avec la mort de Magali. Il n'a rien à se reprocher. Il dit qu'il n'y a pas de mobile. Car selon lui,
sa liaison extra-conjugale ne serait qu'une simple aventure. C'est vrai, je lui envoyais des textos, mais c'était plus un délire. Je savais que mon avenir était avec Magali. Là encore, les explications de Jérôme Faille, ça marche pas. C'est pas un plan sexuel comme ça occasionnel. Là, on est à des centaines d'appels jour. Jérôme Faille maintient sa version, mais les gendarmes ont encore une dernière carte à jouer. C'est à l'évocation de la présence de son téléphone à l'endroit où le corps de Magali a brûlé que Jérôme Faille baisse les armes. Au pied du mur, parce qu'il ne peut plus faire autrement, il va craquer. Jérôme Faille va finalement avouer qu'il a mortellement étouffé la mère de son fils. Et face aux enquêteurs, le compagnon va faire le récit de cette soirée où il aurait pris la vie de Magali, la maman de son petit garçon de 2 ans. Le 13 novembre 2014, vers 21h, alors que leur fils était endormi, selon Jérôme, une scène de ménage aurait éclaté entre lui et Magali. Le début de la dispute serait lié à un désaccord sur l'éducation de l'enfant. Concernant l'heure à laquelle l'enfant a été couché, Et comme le ton monte entre les deux, ils décident d'un commun accord de descendre au garage pour que l'enfant ne se réveille pas aux cris de ses parents. Et d'après Jérôme Faille, il aurait alors perdu son sang-froid. J'ai voulu la faire taire. J'ai posé ma main sur sa bouche. Elle s'est débattue. Elle m'a dit « Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» Je lui ai dit « Tu n'as rien fait. Je t'aime. » Il décrit une scène où il lui dit « tais-toi ». Comme elle se tait pas, il lui met la main sur la bouche et lui dit presque « pardon ». Elle aurait réussi à se débattre de cette étreinte pour lui échapper. Et lui, à ce moment où elle se trouve dos à lui, en aurait profité pour l'étouffer à nouveau avec sa main. Une deuxième tentative qui cette fois aurait été fatale pour Magali. Il va la tenir contre lui. La main sur la bouche et sur le nez, et là il serre jusqu'à ce qu'elle tombe. Et qu'elle soit morte. Il y a eu évidemment à ce moment-là quelque chose, une digue qui a cédé. La colère, la dispute. À aucun moment, Jérôme Faille n'a voulu tuer Magali. La mère de son fils inerte dans ses bras, Jérôme Faille aurait alors réalisé l'horreur de son geste. Épouvanté, il aurait décidé d'en finir. Je me suis mise à pleurer. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris, j'ai complètement vrillé. Je voulais me foutre en l'air avec elle. Jérôme Faille dit avoir pensé à se suicider, accablé qu'il était par son geste. Il ne peut pas vivre sans Magali. C'est insupportable. C'est atroce ce qui est arrivé, il en est responsable. Et il dit avoir, au bout de quelques minutes, envisagé de partir avec le corps de sa femme dans son véhicule pour s'immoler par le feu. Après avoir déposé le corps de Magali sur le siège passager de la voiture, Jérôme Faille se serait préparé pour le grand voyage. Il charge de bidon d'essence. Il va prendre le volant. Et il s'en va. Jérôme Faille aurait roulé au hasard, avant de trouver un endroit pour se brûler avec sa compagne. Mais une fois sur place, il explique avoir changé d'avis. D'un seul coup, il va réaliser que le petit est tout seul. Mon Dieu, l'enfant est seul. Il ne pouvait pas se supprimer parce que sinon son enfant serait orphelin. Pour cet enfant, il ne fallait pas mourir. Pour rester avec son fils, Jérôme Faille aurait alors décidé d'effacer les traces de son crime. Il va mettre le véhicule contre l'arbre. Arroser d'essence tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et brûler la voiture avec le corps de sa femme dedans.
Jérôme Faille a fait une mise en scène macabre pour faire croire à un accident ou à je ne sais quoi. Une fois la voiture et le corps embrasés, Jérôme Faille aurait quitté les lieux pour rentrer chez lui, rejoindre son fils. Il part en courant par la route. Et pendant 4 mois, l'homme explique qu'il aurait vécu dans le mensonge pour son enfant. S'il avait été seul, s'il n'y avait pas eu un petit garçon, il aurait téléphoné à la gendarmerie. Et s'il a pris cette décision, c'est qu'il s'est retrouvé dans un champ de ruines et qu'il a voulu sauver, dans son esprit, ce qui pouvait être sauvé. Mais pour les enquêteurs, le récit de Jérôme Faille présente certaines incohérences. En effet, selon les experts, difficile de croire que la mort de Magali soit accidentelle. C'est assez curieux la manière dont il décrit ce passage à l'acte-là, parce qu'il ne le décrit pas comme ayant eu lieu avec une certaine violence. Or, par définition, quand on étouffe quelqu'un, la personne se défend, se débat. Ils ont conclu que cela pouvait prendre entre 2 et 5 minutes. Entre 2 et 5 minutes, c'est extraordinairement long. C'est comme si vous vous noyiez. Vous avez les yeux ouverts, vous avez quelqu'un qui vous empêche de respirer. Elle a vu sa mort. C'est pas un accident. C'est sûr. Pour les enquêteurs, Jérôme Faille aurait voulu donner la mort. Et ce n'est pas tout. Sa version selon laquelle il avait dans l'idée de se suicider ne tient pas la route, parce qu'il y a les SMS. Souvenez-vous, Jérôme Faille aurait écrit à Magali le soir de sa disparition. Bon courage pour le travail de nuit, mon ange, lol. Je t'attends pour aller nous coucher. Bisous. Or, d'après l'analyse du téléphone de Jérôme Faille, ce message aurait été envoyé alors qu'il n'avait pas encore quitté son domicile. Ce SMS de 21h41 fait exploser sa volonté suicidaire. Il est encore à la maison. Il n'aurait pas envoyé cela s'il pensait se suicider derrière. Quand on a une volonté suicidaire, on ne prépare pas son système de défense. On s'en fout, on sera mort. Et puis pour les gendarmes, a posteriori, ce message paraît choquant. Il vient de la tuer. Elle est encore tiède à côté de lui. Bon travail, mon ange, lol. Mais c'est épouvantable. C'est épouvantable. Pour les enquêteurs, le récit livré par Jérôme Faille ne tiendrait pas. Mais c'est un grand foutage de gueule, monsieur. C'est pas croyable. Dire ça à quelqu'un, c'est le prendre pour un imbécile. L'histoire qu'il raconte est inauthentique. Les proches de Magali sont prévenus par les enquêteurs. Et malgré leurs soupçons, les aveux du compagnon sont un coup de poignard en plein cœur. C'est un traître, il nous a brisé notre vie. Hein. Moi, je suis morte à moitié. Il a volé la vie de ma fille. On n'a pas pu lui dire au revoir. Moi, j'ai pas pu dire au revoir à ma fille. L'embrasser au moins une dernière fois. C'est un cauchemar. On est dans un cauchemar. Et je dis, il nous a eu cet enfoiré. Je m'en veux encore. J'ai rien vu. C'est un être qu'ils appréciaient. C'est le père de leur petit-fils. C'est atroce. Le choc est d'autant plus traumatisant que pendant 4 mois, le compagnon de Magali ne leur aurait rien épargné. Il a même laissé entendre que Magali aurait eu une relation extra-conjugale, quoi. En plus, il l'a sali. Comble de la trahison, pour les proches, Jérôme Faille serait allé encore plus loin dans la mise en scène. L'enterrement a eu lieu, elle était effondrée sur le banc. Je me souviens, j'étais derrière lui. Quelqu'un qui
qui était blessé, quoi, meurtri même. Il était touchant. On l'a consolé, hein. Il pleure, il embrasse les gens. Moi, il vient et il m'entoure de ses bras. À l'enterrement, donc il est venu avec un petit sachet de terre d'Ardèche, un petit sachet de terre du Chélard, et il l'a jeté dans le trou avec le cercueil, quoi, devant tout le monde. C'est une chose que... il a eu quand même l'audace de faire ça. Il a été jusqu'à la mettre dans le trou, quoi. C'est vraiment lui faire du mal jusqu'au bout. Je pensais pas pouvoir être berné à ce point-là. C'est un réel manipulateur. Il est tellement fort, tellement comédien, ça passe. Et il dupe tout le monde. Quand on voit tout le cinéma dont il a été capable, il se fout de leur gueule du début à la fin. Il n'y a pas de mots pour décrire ce comportement. On est au-delà de la trahison. Jérôme Faille, effectivement, va se lancer dans cette spirale du mensonge, c'est-à-dire qu'il ne peut plus revenir en arrière, c'est fait. Le drame de ce dossier, c'est qu'on a face à nous un monsieur tout-le-monde qui va se retrouver dans une situation qu'il ne sait pas gérer. Et lorsqu'on a commencé à mentir, on continue. Et c'est exactement ce qui va se produire. Mais pour les parties civiles, la version du crime donnée par Jérôme Faille serait une manipulation. Comment il en est arrivé à la transporter morte à côté de lui et la regarder flamber, hein. Parce que c'est ça, hein. Il dit qu'il voulait pas la tuer, mais bon, il avait qu'à la laisser à ce moment-là. Non, il s'est acharné sur elle. Pour moi, il s'est acharné sur elle. Quand elle aura compris qu'il voulait la tuer, ça a dû être terrible, terrible. Parce qu'elle l'aimait quand même, je pense. Que ça a dû être dur parce que... Alors, elle lui dire, bah, finalement, il m'aime pas pour me tuer. Pour les enquêteurs, reste une interrogation. Le crime aurait-il été prémédité ? Car selon Jérôme Faille, après la mort de Magali, il aurait tout improvisé en l'espace d'une demi-heure. Le crime a lieu à 21h10. À 21h41, il est déjà en train de fabriquer son système de défense. D'un seul coup, il se réveille, instantanément, il a le flash, il faut que je fasse un SMS. C'est impossible d'imaginer un scénario en si peu de temps. Tu tues quelqu'un, t'es quand même sous le choc. Pour un coup de folie, il était quand même bien prêt. Il avait l'essence pour faire brûler la voiture. Il a emmené la voiture quand même dans un endroit complètement isolé. Ça s'est passé de nuit. De nuit, on voit pas tout ce qu'il y a aux alentours. Pour moi, c'est prémédité. Il a réfléchi à tous les gestes qu'il a fait, dans le moindre détail. L'endroit, comment faire, tout est réfléchi. Il n'y a pas d'improvisation. C'est pas possible. D'autant qu'un autre élément de l'enquête pourrait confirmer un mobile. En épluchant sa téléphonie, les gendarmes découvrent qu'un mois avant la mort de sa compagne, Jérôme aurait cherché à refaire sa vie. Jérôme Faille va prendre contact avec un avocat pour lui demander ce qui se passerait s'il se séparait de Magali Delaveau. Ça prouve qu'il avait déjà l'intention de quitter ma sœur. Alors après, de là à imaginer que c'était trop compliqué de s'en séparer, qu'il valait mieux s'en débarrasser, il n'y a qu'un pas. En faisant disparaître Magali, il réglait tous les problèmes de son existence. Il gardait son fils, il gardait sa maison, il récupérait sa maîtresse. Il a vu ce que lui coûtait une séparation par rapport à ce que lui coûtait un cadavre. Une version du crime qui ne tiendrait pas et une compagne qui serait devenue gênante. La thèse de l'assassinat semble plausible pour la famille, mais elle est contestée par Jérôme Faille. Selon lui, il n'aurait rien prémédité.
Et sur ce point, la juge va lui donner raison. La juge d'instruction a considéré qu'il fallait renvoyer Jérôme Faille pour homicide volontaire. Elle a laissé tomber la préméditation et l'a mis en examen que du chef de meurtre. Il n'y avait pas de charge concernant une éventuelle préméditation. Voilà, il faut être clair. Il aurait fallu effectivement une preuve matérielle. Il aurait fallu des aveux. À aucun moment, Jérôme Faille reconnaît qu'il avait préparé le crime qu'il a commis. Le 17 mars 2015, Jérôme Faille est placé en détention provisoire en attendant d'être jugé pour meurtre. Un dénouement que la famille de la victime ainsi que l'accusé attendent avec impatience. Ce que j'attends de ce procès, c'est que la vérité soit faite judiciairement. Je suis persuadé que tout ça s'est passé dans le cadre d'une scène de ménage qui a duré quelques instants, dont les conséquences l'ont complètement dépassé. Je voudrais savoir vraiment les derniers instants de ma fille. Ça, je voudrais qu'ils me le disent, mais sans me mentir. Est-ce qu'on saura? Je sais pas. Moi, j'ai vécu quelque chose d'épouvantable le jour où la juge d'instruction m'a remis la bague et le piercing de Magali pour que je les rende à la famille. Ils m'ont dit merci, les parents. Vous nous donnez un petit peu de notre fille. Toutes les secondes, elle est avec moi, toutes les secondes. Elle est toujours avec moi, je lui parle tous les jours. Elle aimait la vie, elle avait 28 ans. Si la famille de Magali tient bon, c'est parce que ce drame a fait une autre victime, son fils, dont la garde a été confiée à Céline, la tante du petit garçon. Je remplacerai jamais ma sœur, mais j'essaierai de faire au mieux au niveau de son éducation, pour sa vie future, pour son bien. J'espère qu'un jour son père rende des comptes à son fils. Que son fils lui demande la vérité et qu'il soit obligé de lui donner. Ce sera le tribunal de la vie. Le procès de Jérôme Faille se déroulera ici, en 2018, à la cour d'assises de Privas, en Ardèche. Dans l'attente de son procès et du jugement, l'homme est présumé innocent des faits qui lui sont reprochés. Merci d'avoir écouté la seconde partie de cet épisode consacré à l'affaire Magali Delaveau. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast afin de recevoir chaque semaine un nouvel épisode. Et bien sûr, s'il vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire sur l'appli RTL, rtl.fr et toutes les plateformes partenaires. Je vous dis à bientôt. Bonjour et bienvenue dans ce récit particulier. Je suis Jean-Marie Gault et aujourd'hui, je souhaite vous inviter à un voyage au cœur d'une histoire humaine profonde, un récit qui nous parle d'amour, de famille et de la quête de la vérité. Nous allons explorer ensemble le parcours de Magali Delaveau. Le 14 novembre 2014, dans le cadre paisible de l'Ardèche, une découverte vient bouleverser le calme d'un chemin communal. Magali, une secrétaire médicale de 27 ans, est retrouvée dans sa voiture. À travers ce récit, nous allons donner la parole à ceux qui l'ont aimée le plus, ses parents André et Pascaline Delaveau, ses amis fidèles, ainsi que les professionnels qui ont cherché à comprendre son histoire. À 28 ans, Magali est l'image même du bonheur. Elle est la maman comblée d'un petit garçon adorable qui est tout son monde. Avec son compagnon, il dessine le portrait d'une famille unie, cherchant simplement à construire un foyer chaleureux. Magali est une femme lumineuse, une assistante maternelle dévouée qui a su transformer sa passion pour les enfants en une carrière de secrétaire médicale appréciée. Elle aime chanter, elle aime danser, elle est la joie de vivre incarnée. Pour ses proches, elle représente cette force tranquille qui rend le quotidien plus doux. Pourtant, la vie réserve parfois des épreuves inattendues. Dans la nuit du 13 au 14 novembre 2014, le silence est rompu par l'inquiétude. Il est minuit 40 lorsque Céline, la sœur de Magali, ressent une intuition soudaine. Sur son téléphone, elle découvre de nombreux appels de Jérôme, le compagnon de sa sœur. L'inquiétude gagne rapidement les cœurs. Magali devait rentrer de son travail mais elle n'est toujours pas là. Jérôme, dans un élan d'émotion,
cherche désespérément à la joindre. Il envoie des messages empreints de tendresse et de soucis. Chaque minute qui passe sans réponse alourdit l'atmosphère de ce petit village d'Ardèche. Face à l'absence, Jérôme décide d'alerter les autorités. Les recherches commencent sur les routes sinueuses de la montagne, là où Magali aurait pu passer. À 800 km de là, sur l'île Dieu en Vendée, ses parents vivent une attente éprouvante. C'est un moment de solidarité intense où la distance physique ne diminue en rien la force du lien familial. La maman de Magali, habitée par une certitude intérieure, sent que quelque chose d'important se joue. Le lendemain, vers 15 heures, sur une route isolée, un automobiliste découvre le véhicule de Magali. L'image est marquante, mais elle devient le point de départ d'une enquête minutieuse pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Les indices matériels, comme une bague et un piercing, confirment l'identité de la jeune femme. Pour Jérôme et pour la famille, c'est une vague de douleur, mais aussi le début d'un chemin vers la justice. Les premières analyses de la scène par les experts révèlent des éléments intrigants. Contrairement aux apparences d'un simple accident, l'absence de traces de freinage et la position du levier de vitesse au point mort suggèrent une autre réalité. On découvre que Magali n'était pas au volant, mais sur le siège passager. Ces détails transforment la perception des événements. Ce n'est plus seulement une tragédie de la route, c'est une énigme qu'il faut résoudre pour honorer la mémoire d'une femme sans ennemi, une mère exemplaire. L'enquête se tourne naturellement vers l'entourage proche. Jérôme, le compagnon dévasté, est interrogé. Il partage ses doutes, sa tristesse et tente d'apporter des pistes, mentionnant parfois des soupçons sur une éventuelle double vie de Magali. Il évoque un interne en médecine, suggérant une distance qui se serait installée dans leur couple depuis la naissance de leur fils. Cependant, les investigations montrent rapidement que Magali était une femme d'une fidélité et d'une intégrité totale. L'interne mentionné dispose d'un alibi solide à Lyon. Au fil des jours, le portrait de Magali reste celui d'une femme rayonnante, aimée de tous. Son parcours, de sa rencontre coup de foudre avec Jérôme lors de vacances en Ardèche en 2009 jusqu'à la construction de leur maison, témoigne d'une volonté de bâtir un avenir radieux. Jérôme, aux yeux de tous, était le gendre idéal, un homme travailleur et attentionné. Sa douleur semble sincère, il se confie, il cherche à comprendre. Mais dans la quête de la vérité, les certitudes s'effritent parfois. Les gendarmes de la brigade de recherche de Tournon-sur-Rhône travaillent avec persévérance. Ils notent des incohérences, comme le sac à main de Magali resté à la maison ou les horaires de travail qui ne correspondent pas aux déclarations initiales. Malgré les messages envoyés par Jérôme le soir même, messages qui semblent prouver son inquiétude, les enquêteurs restent vigilants. Ce récit est celui d'une quête de lumière dans l'obscurité. C'est l'histoire d'une famille qui, malgré l'absence, reste soudée par l'amour et le souvenir de Magali. C'est aussi un hommage à la persévérance de ceux qui cherchent la vérité, pour que justice soit rendue à une vie si pleine de promesses. Nous voyons ici que derrière chaque dossier criminel, il y a des cœurs qui battent, des souvenirs qui vibrent et une humanité qui refuse de s'éteindre. Merci d'avoir partagé ce premier moment de réflexion sur l'histoire de Magali Delaveau. Dans la suite de notre parcours, nous verrons comment la vérité finit toujours par se frayer un chemin, apportant ainsi un peu de paix à ceux qui restent. Dans le calme serein des montagnes de l'Ardèche, là où les routes serpentent entre les vallées verdoyantes et les falaises majestueuses, la vie semble s'écouler comme un long fleuve tranquille. C'est ici, dans ce décor propice à la paix et à la bienveillance, que se dessine le portrait d'une femme lumineuse nommée Magali Delaveau. À l'âge de 28 ans, Magali est l'image même du bonheur et de l'épanouissement. Elle est une maman comblée, chérissant chaque instant passé avec son adorable petit garçon, un enfant qui représente pour elle le plus beau des trésors. Avec son compagnon Jérôme, elle forme une petite famille qui semble posséder tous les ingrédients nécessaires pour une existence heureuse et harmonieuse. Magali est une personne d'une gaieté contagieuse. Ceux qui l'ont connue se souviennent d'une jeune femme pétillante, aimant chanter, danser et célébrer les joies simples de la vie. Elle est ce que l'on appelle une bonne vivante, une âme généreuse qui ne connaît pas d'ennemis. Professionnellement, elle dédie son temps à prendre soin des autres. Assistante maternelle dévouée, elle s'occupe avec tendresse des enfants d'un médecin de son village. Son sérieux et sa douceur sont tels que son employeur décide de l'engager également comme secrétaire médicale.
Magali jongle ainsi entre ses deux missions avec une énergie admirable, toujours portée par l'amour qu'elle porte à son prochain et à sa famille. L'histoire de cet amour commence au cours de l'été 2009. Magali, originaire de l'Île-Dieu en Vendée, choisit l'Ardèche pour ses vacances avec son amie Laure. C'est au détour d'une excursion que le destin place Jérôme sur son chemin. Il est le chauffeur du car, un homme sympathique et attentionné. Pour Magali, c'est un véritable coup de foudre. Malgré les 800 km qui séparent leurs foyers respectifs, leur idylle s'épanouit contre vent et marée. Magali, courageuse et déterminée, finit par traverser la France pour s'installer en Ardèche et construire un foyer avec l'homme qu'elle aime. Ensemble, ils bâtissent une maison, symbole de leur engagement et de leurs rêves partagés. Cependant, la nuit du 13 au 14 novembre 2014 marque un tournant inattendu dans ce récit. À minuit 40, Céline Delaveau, la sœur de Magali, se réveille en sursaut. Son téléphone affiche de nombreux appels manqués de Jérôme. L'inquiétude grandit instantanément. Jérôme explique que Magali devait partir travailler mais qu'elle n'est toujours pas rentrée. Il pleure, il semble bouleversé, incapable de comprendre cette absence anormale. Il envoie des messages empreints de sollicitude à sa compagne, espérant une réponse qui ne vient pas. Les heures passent, le silence s'installe, pesant et mystérieux. Jérôme finit par alerter les gendarmes de Saint-Cierges sous le Cheylard. Le lendemain, vers 15 heures, sur une route isolée, une découverte vient bouleverser la quiétude du village. Un automobiliste aperçoit un véhicule calciné en bordure de chemin. À l'intérieur, on retrouve Magali. Pour Jérôme et pour les parents de la jeune femme, André et Pascaline Delaveau, la douleur est immense. Dans un premier temps, tout laisse croire à une tragique sortie de route. Pourtant, la vérité cherche toujours son chemin vers la lumière. Les experts constatent rapidement des incohérences. Il n'y a aucune trace de freinage, le levier de vitesse est au point mort et les roues sont droites. Plus surprenant encore, l'autopsie révèle que Magali était déjà décédée avant que l'incendie ne se déclare. Ce n'est pas un accident, mais un acte volontaire dont le but reste à éclaircir. Malgré cette épreuve, le récit se concentre sur la quête de justice et l'importance des liens familiaux. Jérôme, dans sa douleur, semble chercher des réponses. Il évoque aux enquêteurs la possibilité d'une double vie de Magali, suggérant une relation avec un interne en médecine. C'est une piste que les gendarmes explorent avec diligence. Cependant, les investigations révèlent une réalité bien différente. Magali était une femme intègre, sérieuse et fidèle. Aucun indice ne vient étayer les soupçons de son compagnon. L'interne en question possède un alibi solide, se trouvant à Lyon le soir de la disparition. Cette recherche de la vérité met en lumière la force de caractère des proches de Magali. Ses parents, malgré la distance et la souffrance, restent soudés et dignes. Ils se souviennent de leur fille comme d'une femme qui ne voulait que le bien autour d'elle. La communauté se mobilise, les amis les plus proches apportent leur soutien, et chacun cherche à comprendre comment une existence aussi lumineuse a pu rencontrer une telle ombre. L'enquête continue, menée par la brigade de recherche de Tournon-sur-Rhône. Les enquêteurs travaillent sans relâche, analysant chaque détail, chaque emploi du temps, porté par la volonté de rendre hommage à la mémoire de cette mère de famille exemplaire. Ce récit est avant tout celui d'une quête de clarté, un hommage à la vie d'une femme qui aimait passionnément les siens et qui, par son souvenir, continue d'inspirer la bonté et la persévérance. La vérité, telle une flamme qui ne s'éteint jamais, finit toujours par percer les ténèbres pour offrir la justice et la paix à ceux qui restent. Bonjour et bienvenue dans ce récit qui nous invite à explorer les méandres du cœur humain et la quête de la vérité. Je suis Jean-Marie Gault et je vais vous raconter aujourd'hui une histoire marquante. Le 14 novembre 2014, dans le calme des paysages de l'Ardèche, Magali Delaveau, une jeune femme de 27 ans, est retrouvée sans vie dans son véhicule en bordure d'un chemin communal. Qu'est-il arrivé à cette secrétaire médicale dont la joie de vivre était connue de tous ? Dans ce voyage au cœur des souvenirs, nous entendrons les voix d'André et Pascaline Delaveau, les parents dévoués de Magali, ainsi que celles de ses meilleurs amis, des avocats et des journalistes qui ont cherché à comprendre l'incompréhensible. À l'âge de 28 ans, Magali Delaveau était une maman comblée par l'amour d'un adorable petit garçon. Avec son compagnon, ils formaient aux yeux du monde une petite famille parfaite, promise à un avenir radieux. Cependant,
la réalité allait prendre une tournure tragique un mois après la joie capturée sur des vidéos familiales. Quelqu'un a su jouer un rôle avec une habileté déconcertante, dupant tout son entourage. André se souvient avoir dit à cet homme que si le coupable était trouvé, la justice serait implacable. L'autre avait répondu avec aplomb qu'ils seraient deux pour affronter cette vérité. Mais le masque finit toujours par tomber. Un jour, la vérité a éclaté avec force quand quelqu'un a frappé sur la table en criant que le coupable était là, juste devant eux. Tout commence véritablement dans la nuit du 13 au 14 novembre 2014. Il est minuit 40 lorsque Céline Delaveau, la sœur de Magali, est tirée de son sommeil. En regardant son téléphone, elle découvre une multitude d'appels manqués provenant de Jérôme, le compagnon de sa sœur. Un sentiment d'inquiétude l'envahit immédiatement. Elle rappelle Jérôme qui, d'une voix pressante et hachée par les sanglots, lui demande si elle a des nouvelles de Magali. Il explique qu'elle devait se rendre chez son employeuse pour travailler et qu'elle n'est toujours pas rentrée. Magali ne répond plus au téléphone, ce qui ne lui ressemble absolument pas. Malgré les messages envoyés pour l'inciter à rentrer, le silence de Magali persiste. Les heures s'écoulent et l'angoisse grandit. Jérôme finit par alerter les gendarmes de Saint-Cierges-sous-le-Cheylard, le petit village où ils ont bâti leur vie. Les recherches commencent dans les environs, sur chaque route, chaque sentier, mais Magali reste introuvable. Elle semble s'être volatilisée. Jérôme prévient alors les parents de la jeune femme qui vivent à plus de 800 km de là, sur l'île d'Yeu en Vendée. Pour André et Pascaline, c'est le début d'une attente insoutenable. Malgré la distance, la maman de Magali sent au plus profond d'elle-même que quelque chose de grave s'est produit. Le lendemain, vers 15 heures, sur une route isolée de montagne où le ravin côtoie les sommets, un automobiliste fait une découverte bouleversante. Dans un virage, il aperçoit un véhicule calciné encastré contre un arbre. En s'approchant pour porter secours, il découvre avec effroi un corps à l'intérieur. Les gendarmes, grâce à la plaque d'immatriculation et à des bijoux personnels comme une bague et un piercing, identifient formellement Magali Delaveau. À l'annonce de la nouvelle, Jérôme s'effondre, terrassé par le chagrin. La douleur est immense pour les proches qui espéraient encore un miracle. Les premières constatations suggèrent une sortie de route accidentelle. On imagine la voiture manquant le virage dans l'obscurité. Pourtant, l'expertise technique du véhicule va rapidement contredire cette hypothèse. Il n'y a aucune trace de freinage sur la chaussée. Le levier de vitesse est au point mort et les roues sont droites. Le choc contre l'arbre est minime. Plus troublant encore, l'incendie a été déclenché volontairement avec de l'essence. L'autopsie révèle que Magali était déjà décédée avant que le feu ne soit mis au véhicule, car ses poumons ne contiennent aucune trace de suie. Enfin, elle ne se trouvait pas sur le siège conducteur mais sur le siège passager. Le scénario de l'accident s'efface pour laisser place à celui d'un acte délibéré. Pour l'entourage, c'est un choc total. Magali était une jeune femme rayonnante, aimant chanter, danser et faire la fête. Assistante maternelle puis secrétaire médicale pour le médecin du village, elle avait une vie rangée et se consacrait entièrement à son fils et à son travail. Elle n'avait aucun ennemi connu. L'enquête est confiée à la brigade de recherche de Tournon-sur-Rhône. Les enquêteurs se penchent sur l'emploi du temps de la victime et remarquent une première incohérence. Jérôme affirmait qu'elle était partie travailler, mais son employeuse déclare qu'aucune garde d'enfants n'était prévue ce soir-là. De plus, lors d'une perquisition, le sac à main de Magali est retrouvé au domicile, ce qui est inhabituel pour une sortie prévue. Jérôme maintient pourtant sa version, expliquant qu'il est resté toute la soirée à garder leur fils de 2 ans. Il montre ses messages envoyés à Magali, des mots tendres qui deviennent de plus en plus inquiets au fil de la nuit. Son alibi semble solide car on ne laisse pas un enfant si jeune seul à la maison. L'histoire d'amour entre Magali et Jérôme avait commencé par un coup de foudre en 2009, lors de vacances en Ardèche. Elle avait tout quitté pour le rejoindre et ils avaient construit ensemble une maison et une famille. Jérôme était perçu comme le gendre idéal, attentif et travailleur. Dans les premiers temps de l'enquête, il reçoit le soutien total de la famille Delaveau. Il se montre anéanti et affirme vouloir retrouver le coupable à tout prix. Pourtant, Jérôme va introduire une nouvelle piste en affirmant que Magali menait peut-être une double vie. Il évoque des doutes sur sa fidélité et mentionne un interne en médecine.
Les enquêteurs vérifient soigneusement ces allégations, mais l'homme désigné possède un alibi inattaquable et aucune trace d'infidélité n'est découverte. La thèse de Jérôme s'effondre, et pour les proches de Magali, l'image de l'homme parfait commence à se fissurer. Le doute s'installe lentement, car les paroles de Jérôme ne correspondent plus à la réalité de la femme qu'ils aimaient tant. Bonjour et bienvenue dans ce récit que je vais vous conter avec toute la profondeur d'un roman. Je suis Jean-Marie Gault et aujourd'hui, je vous invite à plonger dans l'histoire d'une femme dont le destin a bouleversé toute une région. Nous sommes en novembre 2014, dans le cadre verdoyant et parfois sauvage de l'Ardèche. C'est ici que Magali Delaveau, une jeune femme de 27 ans, va devenir le cœur d'une énigme que personne n'aurait pu imaginer. À 28 ans, Magali est l'image même du bonheur. Elle est une maman comblée, entourée d'un petit garçon adorable qui est tout son monde. Avec son compagnon Jérôme, ils forment ce que l'on appelle une famille parfaite, nichée dans un village paisible. Magali est une femme pétillante, une secrétaire médicale appréciée de tous, dont la joie de vivre illumine son entourage. Elle aime chanter, elle aime danser, elle est la petite dernière d'une famille de 3 enfants, choyée par ses parents André et Pascaline Delaveau. Rien, absolument rien dans son quotidien rangé ne laisse présager l'ombre d'une tragédie. Pourtant, dans la nuit du 13 au 14 novembre 2014, le silence de l'Ardèche est rompu par une inquiétude grandissante. Il est minuit 40 lorsque Céline, la sœur de Magali, se réveille en sursaut. Son téléphone affiche une multitude d'appels manqués de Jérôme. L'angoisse grimpe immédiatement. Jérôme, d'une voix entrecoupée de sanglots, lui annonce que Magali n'est pas rentrée. Elle devait aller travailler chez sa patronne, mais les heures ont passé et son siège reste vide. Magali ne répond plus. Ses amis, ses proches, tout le monde tente de la joindre, mais le silence est total. Jérôme alerte les gendarmes de Saint-Cierges-sous-le-Cheylard. Les recherches commencent dans l'obscurité, sur les routes sinueuses où la montagne tutoie les ravins. À 800 km de là, sur l'île Dieu en Vendée, André et Pascaline reçoivent l'appel que tout parent redoute. C'est le début d'un supplice, une attente insoutenable où chaque minute pèse un siècle. Pascaline le sent au fond d'elle, quelque chose de grave est arrivé. Le lendemain, vers 15 heures, la réalité frappe avec une cruauté inouïe. Sur un chemin communal isolé, un automobiliste découvre une voiture calcinée, encastrée contre un arbre. À l'intérieur, on découvre un corps que le feu n'a pas épargné. Grâce à la plaque d'immatriculation et à quelques bijoux, une bague et un piercing, l'identité est confirmée. C'est Magali. Pour Jérôme, c'est l'effondrement. Il fait un malaise devant les gendarmes. Pour les parents, c'est un tsunami de douleur. L'enquête s'ouvre sous l'apparence d'un tragique accident de la route. Mais très vite, les techniciens de la gendarmerie notent des détails troublants. Pas de traces de freinage, un levier de vitesse au point mort, des roues droites. Et surtout, des traces d'essence à l'intérieur comme à l'extérieur du véhicule. L'autopsie apporte le coup de grâce à la thèse accidentelle, Magali n'a pas inhalé de fumée. Elle était déjà morte quand le feu a pris. Plus étrange encore, elle a été retrouvée sur le siège passager. Ce n'est pas un accident, c'est un crime maquillé. Qui aurait pu vouloir du mal à cette jeune femme sans ennemi ? Jérôme, le compagnon dévoué, semble être le premier suspect naturel. Pourtant, il a un alibi. Il gardait leur fils de 2 ans ce soir-là. Il montre aux enquêteurs les messages d'amour et d'inquiétude envoyés à Magali durant la nuit. L'histoire de leur rencontre, un coup de foudre en 2009 lors de vacances en Ardèche où Jérôme était chauffeur de car, plaide en sa faveur. Il était le gendre idéal pour André, l'homme parfait qui ne buvait pas, ne fumait pas et chérissait sa fille. Face aux questions, Jérôme finit par évoquer une piste surprenante. Il suggère que Magali menait peut-être une double vie, mentionnant un interne en médecine qu'elle aurait pu rejoindre. Il décrit une compagne devenue distante depuis la naissance de leur enfant. Mais les gendarmes ne trouvent aucune preuve de cette supposée infidélité. L'interne a un alibi solide à Lyon. La piste s'effondre, et avec elle, la façade de l'homme parfait commence à se fissurer. Les proches de Magali, d'abord solidaires de Jérôme dans la douleur, commencent à s'interroger. Ce portrait d'une Magali infidèle ne colle pas avec la femme qu'ils connaissaient, sérieuse et passionnée par sa famille. Le doute s'installe.
Jérôme est-il vraiment la victime qu'il prétend être ou joue-t-il le rôle de sa vie? Le mystère de l'Ardèche ne fait que commencer, et la vérité, nichée au cœur des montagnes, attend son heure pour éclater dans toute sa clarté. Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Gault. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un meurtre presque parfait. Le 14 novembre 2014, Magali Delaveau, 27 ans, est retrouvée calcinée dans sa voiture en bordure d'un chemin communal en Ardèche. Qu'est-il arrivé à cette secrétaire médicale? Avec moi, vous entendrez les voix d'André et Pascaline Delaveau, parents de Magali, celles de ses meilleurs amis, des avocats et des journalistes ayant travaillé sur ce dossier. Bonne écoute. À 28 ans, Magali Delaveau est la maman comblée d'un adorable petit garçon. Avec son compagnon, ils forment une petite famille parfaite qui a tout pour être heureuse. Seulement, un mois après l'enregistrement de cette vidéo, la jeune maman sera tuée et brûlée dans sa voiture. Il est tellement fort, tellement comédien, il dupe tout le monde. Je lui ai dit que si je trouve celui qui a fait ça, ça ira mal pour lui. Il m'a dit on sera deux. Il se fout de leur gueule du début à la fin. J'ai tapé sur la table avec mes 2 poings et j'ai dit mais c'est toi qui l'as tué et je lui ai dit. Tout commence dans la nuit du 13 au 14 novembre 2014. Il est minuit 40 lorsque Céline Delaveau, la sœur de Magali, se réveille en sursaut. Je me suis réveillée dans la nuit, j'ai regardé mon téléphone portable et là j'ai vu une quantité d'appels impressionnante venant de Jérôme. Et là j'ai dit c'est pas normal. Jérôme, c'est le compagnon de sa sœur Magali. J'ai rappelé Jérôme et là il me dit est-ce que tu as eu ta sœur au téléphone? Et là je dis bah non. Je dis qu'est-ce qu'il se passe? Et il me dit écoute, elle devait partir travailler chez sa patronne, elle ne devait pas rentrer tard, elle n'est toujours pas rentrée, c'est pas normal. Il pleurait, il taperait, il parlait très vite. Il tente d'appeler Magali sur son téléphone portable, elle ne répond pas, ça c'est anormal. Il lui a envoyé plusieurs messages pour lui demander si elle rentrait bientôt. En réalité, Magali ne répond plus aux appels de personne. J'ai essayé de l'appeler, j'ai essayé d'appeler ma sœur, j'ai dit Magali appelle-moi, qu'est-ce qu'il se passe? Les heures passent et toujours aucune nouvelle de Magali. Alors Jérôme alerte les gendarmes de Saint-Cierges-sous-le-Chélaard, le petit village d'Ardèche où ils habitent. Ils vont la chercher dans les environs du village, sur les routes qu'elle aurait pu emprunter, ils ne vont pas la retrouver. Magali Delaveau s'est comme volatilisée. Jérôme prévient les parents de la jeune femme qui vivent à plus de 800 km sur l'île Dieu en Vendée. Pour eux, c'est le début d'un véritable supplice. J'ai vu que c'était le numéro de Jérôme, j'ai dit qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il se passe? C'est là qu'elle nous dit que Magali avait disparu. Vu leur éloignement géographique, ils sont parfaitement impuissants, ils ne peuvent rien faire. On n'avait pas de nouvelles, on n'avait rien, on n'était plus qu'inquiets d'ailleurs. Dans l'attente comme ça, c'est horrible d'attendre. Alors là j'ai quelque chose qui s'est passé, moi j'ai su tout de suite que c'était grave, qu'il était arrivé quelque chose de grave. Et malheureusement, le mauvais pressentiment de la maman va se confirmer. Saint-Cierges-sous-le-Chélaard, le lendemain. Vers 15h, sur une route isolée à 1 kilomètre du domicile de Jérôme et Magali, un homme au volant de sa voiture va faire une découverte macabre. On est en pleine montagne, il y a le ravin d'un côté, la montagne de l'autre. C'est une route sur laquelle il n'y a que très peu de passages, où 2 voitures peinent à se croiser. Et cet homme au détour d'un virage tombe sur un véhicule qui est entièrement calciné. Encastré contre un arbre, carbonisé. L'automobiliste va regarder si quelqu'un a besoin d'aide, va voir s'il peut faire quelque chose. L'homme s'approche de la voiture, ce qu'il s'apprête à y découvrir restera à jamais gravé dans sa mémoire. Dans ce véhicule, il y a un corps calciné lui aussi, entièrement brûlé. Pour ce témoin, ça a été une réaction épouvante. Et la première chose qu'il a faite, c'est de téléphoner au secours, aux gendarmes. Sur place, grâce à la plaque d'immatriculation de la voiture, les gendarmes vont pouvoir très vite identifier son propriétaire. Ce véhicule appartient à Magali Delaveau. On retrouve d'une part une bague qui lui appartient et un piercing. C'est Magali Delaveau qui se trouve dans ce véhicule calciné. Lorsqu'il apprend que la voiture a été retrouvée avec son corps entièrement brûlé à l'intérieur,
tout s'effondre pour le compagnon de Magali. Les gendarmes vont prévenir Jérôme fait de leur découverte macabre. Et là, Jérôme fait tombe, il fait un malaise. Pour les proches de Magali Delaveau, la douleur est insupportable. On a dans l'espoir, dans un creux de notre tête, que ce soit pas elle. Moi je criais pas Magali, pas Magali. J'ai crié à mon mari, elle voulait brûler sa voiture. Moi je la voyais brûler vite. C'était horrible. Pas simple. À ce moment-là, tout porte à croire que Magali a été la victime d'une tragique sortie de route. Tout le monde imagine que la voiture a raté le virage, est partie s'encastrer dans l'arbre. Qui s'imagine déjà que c'est un accident de la circulation. Seulement, l'examen approfondi de la voiture calcinée va venir contredire ce scénario. On s'aperçoit que, entre la route et le lieu où le véhicule a été retrouvé, il n'y a pas de traces de freinage. Le levier de vitesse est au point mort. L'orientation des roues, elle est droite. Il n'y a pas de sortie de route accidentelle du véhicule. Le choc qu'on constate sur la partie avant du véhicule est minime. Quant à l'incendie, il a été lui aussi provoqué volontairement. C'est indéniable. On retrouve des traces d'hydrocarbures, de l'essence, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du véhicule. On a versé de l'essence sur ce véhicule et on y a mis le feu. Et ce n'est pas tout. En réalité, ce n'est pas l'incendie qui a tué Magali. L'autopsie va apporter un nouvel élément. Quand on analyse le corps de la victime, on constate qu'il n'a pas inhalé de fumée. C'est-à-dire qu'on ne retrouve pas de traces de suie, ni dans les bronches, ni encore moins dans les poumons. Elle était déjà morte lorsque le véhicule a été incendié. Et chose étonnante, ce n'est pas Magali qui était au volant de la voiture. Magali Delaveau ne se trouve pas sur le siège conducteur, mais sur le siège passager. Elle a été tuée avant, elle a été emmenée là. On a mis feu à son véhicule alors qu'elle était déjà morte. C'est un crime maquillé en accident. Mais qu'est-ce qui a pu lui faire ça? Elle n'était pas méchante, ma fille. Faire ça. Là, c'est l'électrochoc. On se dit que ce n'est pas possible. C'était très dur, oui. Très très dur, oui. C'est juste impensable. Et pour Jérôme, le compagnon de Magali et père de son fils, c'est le coup de grâce. On est arrivé là-bas, je l'ai pris dans mes bras. Et en plus, cette semaine-là, c'était l'anniversaire de son fils. Là, il fallait l'encaisser. Les proches se disent, mon Dieu, comment cet homme va faire pour élever seul son enfant? Pour les proches de Magali, c'est un tsunami. Rien dans sa vie ne peut expliquer qu'elle soit assassinée. En effet, petite dernière d'une famille de 3 enfants, cette jolie jeune femme pétillante de 28 ans avait des rêves plein la tête. Magali était quelqu'un d'extrêmement joyeux. Elle aimait chanter, elle aimait danser. Elle était gaire, très gaire, Magali. Elle aimait rire et tout, faire de la fête. Une bonne vivante, quoi. Assistante maternelle, Magali gardait les enfants d'un médecin de son village. Elle a toujours été à s'occuper des enfants, c'était vraiment son truc. Elle garde les enfants du docteur, qui l'embauche par la suite pour être secrétaire médicale. Donc elle fait 2 travails en même temps avec la même personne, avec le même patron, en fait. Depuis 5 ans, Magali coulait donc des jours heureux avec son compagnon Jérôme en Ardèche. Je m'inquiétais pas, elle était heureuse. Et quand on allait la voir, tout se passait bien. Ferme tes yeux, regarde mamie, ferme tes yeux. Ferme tes yeux, elle est chanteuse. Regarde mamie. Magali, c'est vraiment la dernière à laquelle on pense pour une histoire criminelle. Elle est la joie de vivre, on lui connaît pas d'ennemis. C'est une mère de famille qui a la vie la plus rangée qu'on puisse imaginer. Alors, qui a bien pu supprimer la jeune maman avant de carboniser son corps? Et pourquoi? Forcément quelqu'un conduisait le véhicule. Et où est passé ce quelqu'un? Une enquête pour assassinat est ouverte. Elle est confiée à la brigade de recherche de Tournon-sur-Rhône. Et ce n'est pas la scène de crime qui va aider les enquêteurs à y voir plus clair. Le véhicule est carbonisé. Il est difficile de trouver des empreintes, des traces d'ADN. Seul indice, l'autopsie qui permet de dater la mort de la victime. La seule chose qu'on sait, c'est qu'elle est décédée le soir de sa disparition, pendant la soirée du 13 novembre.
En vérifiant l'emploi du temps de la jeune femme ce soir-là, les enquêteurs vont identifier un premier suspect. Et pas n'importe qui, puisqu'il s'agit du compagnon de la victime. Souvenez-vous, d'après Jérôme Fay, c'est en allant à son travail que Magali aurait trouvé la mort. Or, il y a quelque chose qui cloche. Il me dit, je comprends pas, elle est partie de la maison, soi-disant travailler, elle n'est pas revenue. Lui, il dit qu'elle devait travailler. Seulement, en interrogeant l'employeuse de la jeune femme, les gendarmes vont faire une découverte. On s'est aperçu que ça n'était pas le cas. Elle n'était pas du tout prévue pour aller garder les enfants. Elle n'avait pas à se trouver chez son employeur et elle n'y a jamais été. Jérôme Fay aurait-il menti? Les enquêteurs se demandent s'il n'a pas quelque chose à cacher. Il y a une incohérence à ce niveau-là. On se dit, et si c'était lui? Une perquisition est menée chez le principal suspect. Et d'emblée, un autre détail va tout de suite interpeller les gendarmes. Magali est partie sans son sac à main. Si elle avait quitté son domicile pour une raison X ou Y, elle aurait vraisemblablement pris son sac à main avec elle. Or, son sac à main est retrouvé à son domicile. Et pourtant, la suite de l'enquête va complètement disculper le compagnon de la victime. Jérôme Fay confirme sa version de la soirée du 13 novembre. Et voici ce qu'il déclare. Ce jour-là, Magali m'a annoncé qu'elle devait garder les enfants du docteur. Elle a quitté la maison vers 21h15 au volant de sa voiture. Je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. Je ne comprends pas pourquoi elle a laissé le sac à main. Quant à l'inspection du domicile du couple, elle ne révèle absolument rien de suspect. Les gendarmes passent la maison au peigne fin, ils la passent au Blue Star à la recherche de traces de sang. Ils ne vont pas trouver de traces. Jérôme ignore où s'est rendu Magali, et il a un argument de poids. Le jeune papa n'aurait pas pu quitter son domicile ce soir-là pour une simple et bonne raison. Magali étant partie. Il gardait le petit ce soir-là. Il n'a pas bougé. Tout simplement, il dit qu'il est chez lui. Évidemment, on ne laisse pas un gamin de 2 ans tout seul dans une maison sans surveillance. Donc, il garde son fils. Et pour prouver sa bonne foi, le compagnon montre d'ailleurs sur son téléphone les SMS qu'il a envoyés à sa compagne le soir de sa disparition. Jérôme Fay, il lui envoie des messages depuis chez lui, d'abord pour l'encourager dans son travail de nuit, puis après, parce qu'elle ne lui répond pas en retour. Bon courage pour le travail de nuit, mon ange, lol. Je t'attends pour aller nous coucher. Bisous. C'est tard. Et en plus, tu bosses demain. Courage. J'ai pas de news. Qu'est-ce qu'il y a? Réponds. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Réponds. Quand il présente son téléphone portable aux gendarmes, c'est vrai que le timing, ça colle. Il y a une montée en puissance de l'inquiétude. Donc, tout ça est assez logique, finalement. Pour les gendarmes, Jérôme Fay ne serait pas impliqué. D'ailleurs, il n'aurait aucune raison de vouloir la mort de sa compagne, l'amour de sa vie depuis plus de 5 ans. Originaire de l'Île-Dieu en Vendée, c'est au cours de l'été 2009 que Magali rencontre Jérôme, alors qu'elle est en vacances avec son amie, Laure. On avait pris la destination de l'Ardèche. C'était le choix de Magali. On lui avait dit, ouais, c'est génial et tout. Donc, on part sur l'Ardèche. Ils sont partis là-bas. Ils étaient 4. Et puis, ils étaient gais, quoi. Ils chantaient et tout. Ils étaient en vacances. Et de là, ils sont partis en excursion tous ensemble. Et le chauffeur du car n'était autre que Jérôme. À ce moment-là, Magali me disait, ouais, il est mignon, il est sympathique. Puis nous, on dit, ouais. On rigole un petit peu. On sentait bien qu'il s'était passé un petit truc avec Magali et Jérôme. C'était le coup de foudre. Ouais. Mais quand il est rentré, nous, on dit toujours, est-ce que tu t'es trouvé un copain? Un copain, quoi? Ben, dis oui. Il s'appelle Jérôme. Il est venu. Le week-end d'après, il est venu. Je lui dis, tiens, ben, il est vraiment amoureux, quoi. Nous, on sait dire qu'on est mariés. Malgré la distance qui sépare les 2 tourtereaux, c'est le début d'une idylle qui va se poursuivre. Contre vent et marée.
Magali s'est déplacée pour le voir, a traversé la France pour aller loin. Ça a duré 1 an et demi, peut-être comme ça. Et puis après, elle est partie là, vivre en Ardèche. Et ils ont fait très vite le projet de construire une maison. Leur couple, la maison, c'était leur naissance. Tout allait bien, quoi. Et dans les premiers temps de l'enquête, les proches de Magali vont d'ailleurs soutenir Jérôme. Il est bien perçu par les membres de la famille de Lavaux. Le gars sympa. C'était la personne parfaite. Fume pas, boit pas, sportif, attentionné. Quand on le voit la première fois, c'est on donnerait le bon Dieu sans confession. Pour moi, elle avait trouvé quelqu'un de bien. En plus, on avait le même métier. Voilà, lui était mécanicien dans les cars, moi dans les poids lourds, tout ça. On parlait que de mécanique tous les deux, ben oui. On a passé des bons moments. Ça me faisait plaisir d'y aller, à Lavaux, aller les voir. Pour le papa de Magali, Jérôme fait, c'est le gendre qu'il rêvait d'avoir. Et puis, la famille est unanime. Depuis le décès de Magali, Jérôme semble totalement anéanti. Il a perdu la mère de son fils, la femme qu'il aime. J'ai été son confident à plusieurs reprises. Il était perdu, donc j'ai remonté le moral. Pour le petit, il fallait qu'il s'accroche. Cet homme est tellement malheureux d'avoir perdu sa femme. Personne ne peut imaginer qu'il ait quelque chose à voir avec ce décès. Jérôme se serait même fixé une mission. Retrouver lui-même le meurtrier de sa compagne. On a l'impression qu'il fait son enquête. Il cherchait partout sur le lieu du crime. Il s'en allait voir s'il trouvait pas un indice qu'il nous disait. Moi, je lui ai dit une fois, si je trouve celui qui a fait ça, ça ira mal pour lui. Il m'a dit, on sera 2. Aux enquêteurs, je leur ai dit, je leur ai donné mon cœur à ce gars-là. C'était pas possible. Un homme amoureux qui veut venger sa femme. Le compagnon de la victime est insoupçonnable. Et d'ailleurs, il va livrer une piste aux enquêteurs. Gendarmerie du Cheylard. Jérôme fait demande à être entendu par les enquêteurs. Car selon lui, Magali aurait une double vie. Et l'homme doit raconter que depuis la naissance de leur fils, sa compagne le délaissait quelque peu. Jérôme fait explique que dans le couple, à la fois, l'enfant avait pris une place importante. Magali s'en est occupée comme une jeune maman qui voulait ce petit garçon, qui était son petit Dieu. Comme font beaucoup de jeunes mamans lorsqu'elles ont leur premier enfant. Il dit que l'arrivée de l'enfant a un petit peu perturbé leur vie intime. Et Jérôme fait expliquer que Magali serait devenue tellement distante qu'il avait même des doutes sur sa fidélité. Je trouvais qu'elle me parlait souvent d'un interne en médecine. Elle avait beaucoup de détails sur sa vie privée et je trouvais cela bizarre. Elle ne voulait plus que je regarde dans son téléphone portable. D'habitude, elle laissait son téléphone posé sur la table. Là, elle le gardait avec elle. Il explique qu'elle avait des choses à cacher. Il va pointer du doigt un interne qui aurait travaillé chez l'employeur. En fait, il soupçonne que l'interne était l'amant de sa femme. Une compagne qui aurait un amant et qui serait partie sans raison avant de disparaître? Pour Jérôme Fay, il y aurait forcément un lien. Si Magali Delaveau est partie, c'est qu'elle lui a menti. Magali Delaveau serait allée rejoindre un homme et il lui serait arrivé quelque chose. De raisonnement en raisonnement, l'interne devient un suspect. Mais cette piste ne va pas résister bien longtemps à la suite des investigations. Convoqué à la gendarmerie du Cheylard, le jeune homme pointé du doigt par Jérôme va avancer un alibi solide. Celui qui est présenté comme l'amant, l'interne, se trouve à Lyon le soir de la disparition de Magali. Les enquêteurs n'ont trouvé aucune trace de quelconque infidélité que ce soit. Magali Delaveau n'a pas d'amant, n'a pas d'aventure. Il n'y a aucune ambiguïté. La piste insufflée par Jérôme Fay semble donc totalement fantaisiste. Et du coup, elle va finir par se retourner contre lui. L'image que Jérôme a voulu donner de lui va commencer à se fissurer très vite vis-à-vis des enquêteurs. Et les gendarmes ne sont pas les seuls à trouver les allégations du compagnon suspect. Pour son entourage, jamais Magali n'aurait pu tromper l'homme pour qui elle avait tout quitté. C'était quelqu'un de sérieux, fidèle. J'ai dit à Jérôme, impossible. Je lui ai dit que c'est n'importe quoi, qu'il arrête de s'imaginer des trucs pareils. Du genre parfait qu'il était hier, il est plus si lisse que ça.
Alors le doute a commencé à entrer dans moi. J'ai dit, c'est pas normal, il y a quelque chose. Les proches de Magali Delaveau commencent à se poser des questions. Et Jérôme Fay ne va pas les rassurer. Merci d'avoir écouté la première partie de cet épisode consacré à l'affaire Magali Delaveau. Dans la seconde partie, vous allez voir que la jeune maman n'a pas été victime d'une tragique sortie de route. Bonjour et bienvenue dans ce récit inspiré d'une enquête criminelle profonde. Je suis Jean-Marie Gault et je vais vous raconter l'histoire d'un drame qui a bouleversé la tranquillité des montagnes françaises. Nous sommes au mois de novembre de l'année 2014. Magali Delaveau, une jeune femme de 27 ans, secrétaire médicale et maman comblée, mène une vie que tout le monde croit paisible et rayonnante. Elle est la joie de vivre incarnée, aimant chanter, danser et s'occuper des enfants. Avec son compagnon Jérôme, ils forment aux yeux de tous une famille parfaite, unie autour d'un adorable petit garçon de 2 ans. Pourtant, derrière cette image d'Épinal, une tragédie indicible se prépare, transformant un foyer chaleureux en un champ de ruines émotionnelles. Tout bascule lors de la nuit du 13 au 14 novembre 2014. Le silence de la nuit est rompu par l'inquiétude grandissante d'un homme. Il est minuit 40 quand Céline Delaveau, la sœur de Magali, est tirée de son sommeil par les vibrations incessantes de son téléphone portable. Au bout du fil, Jérôme est en larmes, sa voix est saccadée, habitée par une panique qui semble sincère. Il explique que Magali est partie travailler chez sa patronne pour garder des enfants, mais qu'elle n'est jamais revenue. L'inquiétude gagne rapidement toute la famille. Jérôme multiplie les messages, demandant à sa compagne de répondre, feignant l'attente d'un retour qui ne vient pas. Les heures s'écoulent dans une angoisse insoutenable. Sur l'île Dieu, en Vendée, les parents de Magali, André et Pascaline, reçoivent cet appel que tout parent redoute. À 800 km de là, ils se sentent impuissants, rongés par un pressentiment sombre que seule une mère peut ressentir. Le lendemain, vers 15 heures, l'horreur prend une forme concrète. Sur une route isolée de l'Ardèche, entre ravins et montagnes, un témoin découvre un spectacle macabre. Une voiture calcinée est encastrée contre un arbre. À l'intérieur, les restes d'un corps brûlé témoignent de la violence des flammes. Très vite, les gendarmes de Saint-Cierges sous le Cheylard identifient le véhicule grâce à une plaque d'immatriculation épargnée et quelques bijoux personnels, une bague et un piercing. Il n'y a plus de doute, c'est Magali. À l'annonce de la nouvelle, Jérôme s'effondre, fait un malaise, apparaissant comme un homme brisé par la perte de l'être cher. La douleur des proches est immense, transformant l'espoir fragile en un deuil cruel. Cependant, la science va rapidement lever le voile sur une réalité bien différente de la thèse d'un simple accident de la route. Les enquêteurs de la brigade de recherche de Tournon-sur-Rhône notent des incohérences flagrantes. Il n'y a aucune trace de freinage sur la chaussée. Le levier de vitesse est au point mort et les roues sont droites. Plus troublant encore, l'expertise révèle la présence d'hydrocarbures, de l'essence versée délibérément à l'intérieur et à l'extérieur de la voiture. L'autopsie apporte le coup de grâce à la thèse accidentelle, les poumons de Magali ne contiennent aucune trace de suie. Cela signifie qu'elle était déjà morte avant que l'incendie ne soit allumé. Elle ne se trouvait pas non plus sur le siège conducteur, mais sur le siège passager. Le scénario est clair, il s'agit d'un crime odieux, maladroitement maquillé en accident de circulation. Qui aurait pu vouloir du mal à cette jeune femme sans ennemi ? Les soupçons se tournent naturellement vers l'entourage proche. Jérôme Fay, le compagnon éploré, devient le premier suspect. Les gendarmes découvrent qu'il a menti sur l'emploi du temps de Magali. Son employeuse affirme qu'elle n'était absolument pas attendue pour travailler ce soir-là. De plus, le sac à main de la victime est retrouvé au domicile conjugal, ce qui est inhabituel pour un départ prévu. Pourtant, Jérôme dispose d'un argument qui semble solide, ils gardaient leur fils de 2 ans et ne pouvaient donc pas quitter la maison. Il montre ses messages envoyés durant la soirée, des textes empreints d'affection et d'inquiétude croissante, qui semblent prouver sa bonne foi et son innocence. La famille Delaveau, au début, soutient Jérôme sans réserve. Il est le gendre idéal, le mécanicien sérieux qui ne boit pas et ne fume pas. André, le père de Magali, voit en lui un fils spirituel. Jérôme joue son rôle à la perfection, allant jusqu'à prétendre mener sa propre enquête sur les lieux du crime pour retrouver l'assassin.
Mais cette façade commence à se fissurer lorsqu'il tente de salir la mémoire de Magali en suggérant aux enquêteurs qu'elle menait une double vie. Il pointe du doigt un prétendu amant, un interne en médecine. Cette piste s'avère être un pur mensonge. L'homme en question possède un alibi inattaquable à Lyon. La stratégie de Jérôme se retourne contre lui. Sa volonté de manipuler l'opinion et d'orienter les soupçons vers un innocent éveille la méfiance des gendarmes et finit par briser la confiance de sa belle famille. Le doute s'installe, lourd et persistant. Pourquoi inventer de telles calomnies si l'on n'a rien à se reprocher ? L'image de l'homme parfait s'efface pour laisser place à celle d'un comédien redoutable. L'enquête continue, portée par la soif de justice d'une famille brisée mais déterminée à honorer la mémoire de Magali, cette jeune femme dont le seul tort fut d'aimer sincèrement un homme capable du pire. C'est ici que se termine cette première partie d'un récit où la vérité finit toujours par traverser les flammes.